Bonjour à tous et bienvenue dans le nouveau Vlog. Comme vous l'avez vu il y a quelques mois, nous avions déjà fait un vlog avec Dr Sport qui était un format un petit peu de questions-réponses avec elle. On a décidé de faire exactement pareil une deuxième fois, donc il va y avoir une série vidéo. À l'heure où je vous parle, comme on l'a pas fait et qu'on est un peu en direct live, on ne sait pas si ça va donner 2 vidéos comme la dernière fois, peut-être 3, peut-être 4, ça va dépendre le temps qu'on va mettre à digresser sur certains sujets. Mais là, cette fois-ci, on aura une doctorante en sport qui va nous permettre de comprendre les choses un peu mieux. Et ça va vous permettre à vous, notre communauté, de faire le distinguo entre ce qui est réel, factuel, et ce qui est un peu de l'ordre de la vie de chacun sur les réseaux sociaux. Merci de ta présence. Et pour les gens qui te découvrent, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours et ce que tu es venu faire là? Yes. Alors moi c'est Marie, donc je suis en 3e année de doctorat en physiologie du sport. Je m'intéresse tout particulièrement aux stress environnementaux, donc tout ce qui est manque d'oxygène, chaleur, froid et l'impact que ça peut avoir sur la performance et notamment tout ce qui se passe au niveau de la cellule. Donc c'est vraiment très spécifique. Et mon parcours, j'étais nageuse de haut niveau quand j'étais plus jeune. Et puis après, je me suis dirigée un peu vers le fitness, crossfit. Et j'ai lancé mon compte justement sur de la vulgarisation scientifique en février. Et c'est comme ça que j'ai commencé à échanger avec Guillaume sur plein de sujets différents. On s'est rendu compte qu'on avait le même avis sur pas mal de choses. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Nous, c'est un plus puisque très souvent, on a des gens, quand on va affirmer des choses, qui sont un petit peu à l'encontre de la mode, parce que dans le milieu du sport et de la physiologie, les gens adorent réinventer la roue. Quand on va réaffirmer des choses qui paraissent un peu logiques, on va nous dire « Non mais attends, d'où tu sors ça sors-moi tes études PubMed, tu n'es pas docteur. » Alors qu'en fait, professionnellement, ça fait 12 ans qu'on récupère des gens pétés qui sont passés par 20 docteurs et 15 kinés, et où on fait mieux. Sur le vlog sur l'obésité que j'ai fait hier, j'expliquais qu'on a 0 clients qui ont des troubles du comportement alimentaire, on a 0 clients qui sont en surpoids, qui se sont dit « Tiens, je vais pas bien, je vais aller voir Guillaume Guillou en direct. » Non, en général, ils ont tous vu 3 diététiciens, 2 nutritionnistes, des médecins généralistes, et c'est en échec au bout de 2, 3, 4, 5, 10 ans, parfois 20 ans, qui se dirigent vers nous. Donc c'est pour ça que j'affirme qu'on fait mieux, non pas parce qu'on est mieux, mais parce qu'on n'est jamais la première intention de nos clients, parce que voilà, humblement, on n'est pas très connu et c'est tout à fait OK. Mais par contre, on publie nos résultats avec nos clients en story chaque semaine. Donc là, ça nous permet d'avoir une petite validation de nos avis et de nos connaissances par quelqu'un qui est docteur factuellement. Bientôt. Donc on va pouvoir, ou qui le sera très bientôt, donc ça nous permet d'avoir un appui sur les recherches. Recherches d'ailleurs, on a déjà évoqué dans le premier vlog avec Mademoiselle, où on explique qu'en fait, d'ailleurs il y a une stat, moi qui m'a fait beaucoup rire cette dernière semaine, il y a des milliers de publications scientifiques qui ont été complètement abandonnés, annihilés ces dernières semaines, puisqu'on s'est aperçu que ces publications scientifiques publiées dans des revues scientifiques, après vérification, n'avaient absolument rien de vrai. Donc les zététiciens doivent être complètement dépressifs, vu que la totalité de leur vie tourne autour d'études qu'ils ont lues, mais ils ne vont pas tarder à se rendre compte qu'elles avaient autant de crédibilité qu'une promesse de Bruno Le Maire. Donc clairement, je ne sais pas comment leur vie va se passer prochainement quand toute notre vie repose sur des études et qu'on s'aperçoit qu'elles sont complètement erronées. C'est compliqué. Je rebondis sur ce que tu dis. Ça me fait rire aussi parce qu'il y a plein de professionnels ou même des gens qui n'y connaissent rien dans la science et qui disent « Ah, telle étude a montré ça, telle étude a montré ça ». Mais ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que les résultats d'études qu'on montre, ils sont entre guillemets vrais seulement dans les conditions de l'étude. Donc c'est-à-dire que si on reprend les mêmes paramètres mais qu'on change les participants, qu'on change le moment où on a fait les évaluations, qu'on change les expérimentateurs, qu'on n'utilise pas les mêmes méthodes d'analyse, fondamentalement on va obtenir des résultats qui sont différents. Et les gens ont toujours du mal à comprendre ça. C'est pas parce que c'est écrit par des scientifiques et que c'est marqué noir sur blanc, que c'est publié dans des journaux scientifiques, que ce sera tout le temps vrai. C'est pour ça que les résultats, en général, on les écrit au conditionnel parce que c'est toujours à prendre avec des pincettes et que les résultats sont vrais dans le cadre de cette étude. Alors en plus, je vais essayer de ne pas dire de bêtises. Ça me fait penser à Idriss Aberkan qui a fait une explication de comment fonctionne une étude scientifique. Et en fait, on nous a expliqué que par exemple depuis des années, les études scientifiques finissent sur des
conclusion. Donc en fait, ça donne dans la tête des gens lambda, l'étude, elle a conclu ça, donc c'est la conclusion. Donc qui dit conclusion dit véracité. Alors qu'en fait, là je trouve ça complètement incroyable, parce que quand j'ai découvert ça, c'est incroyable. Quand en fait, que la fin de l'étude. La fin d'une étude scientifique, c'est les limites. C'est une hypothèse. Oui. C'est-à-dire, dans cette étude, nous avons découvert ça, donc il est possible de mettre en évidence, mais ça c'est une hypothèse. Et donc en fait, ça éclate complètement la zététique, puisque à partir du moment où la fin d'une étude scientifique n'est plus une conclusion, mais est une hypothèse, eh bien cette étude devient un outil comme n'importe quel outil dans une boîte à outils qu'on peut utiliser. C'est-à-dire qu'on pense qu'il y a un lien. Donc les gens qui vont vouloir un objectif, ils vont pouvoir utiliser cette étude pour s'appuyer dessus. Mais ça n'est en aucun cas une conclusion, c'est une hypothèse. Donc à partir du moment où vous aurez vu cette vidéo et écouté ces paroles, vous arrêterez de croire qu'une étude scientifique conclut, dit la vérité. Mais une étude scientifique pose une hypothèse d'un lien de causalité, et en fait, ça remet tout en cause. Je trouve ça extrêmement intéressant, puisque là, carrément, ça nous permet de lire une étude avec une autre manière de l'interpréter. On voit les choses depuis un autre paradigme, et là, ça change complètement les choses. C'est-à-dire qu'on ne lit plus une étude scientifique comme la Bible ou les 10 commandements, j'ai lu ça, donc c'est ça. Et on revient donc au fait qu'on vient de lire quelque chose qui fait l'hypothèse entre des liens de causalité, et ça change complètement la nature et l'intérêt de faire des études. Moi, d'un coup, quand on m'explique que les conclusions d'études scientifiques ne sont plus des conclusions, mais sont des hypothèses, je trouve ça incroyable et j'ai envie de lire. Quand on m'explique que les conclusions d'une étude scientifique sont des conclusions et que c'est comme ça, étant une personne avec une sensibilité très terrain, très contextuelle, très stress-proof, tout de suite, j'ai une aversion pour ça. Oui, parce qu'on ne fait pas travailler ton cerveau en disant c'est comme ça et tu n'as pas le droit de discuter, alors que c'est tout l'inverse. Normalement, une étude scientifique, c'est bien, justement, on a des résultats qu'on doit discuter avec, normalement, l'entièreté de la communauté scientifique et tous les autres articles qui sont parus sur le même sujet, et notamment, des fois, les résultats qui vont à l'encontre de ce qu'on a pu trouver. Il faut toujours mettre en parallèle les résultats qui vont dans le même sens que ce qu'on a trouvé nous, mais les résultats aussi qui vont à l'inverse. Parce que les gens ont tendance à dire « Ah oui, mais ça c'est bien, ça va dans ce sens-là », et ils ont tendance à se focus que sur les résultats qui vont dans leur sens, le sens de leur croyance. Alors qu'en fait, dans la littérature scientifique, on va dire par exemple, je sais pas, l'intervalle de haute intensité pour perdre du poids c'est cool, mais tu as des gens chez qui ça va pas marcher. Et donc, il faut toujours avoir ça en perspective, de dire « Ok, là, ça va peut-être marcher sur certaines personnes, mais tu en as d'autres chez qui ça ne va pas du tout marcher. » Donc, il faut bien avoir ça en tête quand on va lire une étude scientifique. Et moi, je pars du principe que si on est complètement novice et qu'on ne connaît rien à la science, on ne lit pas les études scientifiques, en fait. Déjà, et j'ai envie de te dire, ça rejoint même un truc que j'expliquais sur la vidéo qu'on a fait juste avant, c'est que comme les gens vont systématiquement ramener les propos qu'ils entendent ou qu'ils lisent à leur point de vue et donc leur avis de départ. Je reviens à une confusion qui a été faite dernièrement, c'était l'objet de cette vidéo. J'expliquais que moi, ce que j'explique, c'est comment on ne rentre pas dans l'obésité. C'est impossible de rentrer dans l'obésité en faisant du sport intensif 3 fois par semaine, en mangeant des légumes et en dormant. C'est impossible. Oui, c'est sûr. Et les gens m'expliquaient, c'est faux ce que tu dis, puisque moi, je suis obèse, et que depuis que je suis obèse, je fais ce que tu dis, mais ça ne marche pas. Oui, mais c'était avant. Mais moi, je te parle de comment on fait pour ne pas y rentrer. Parce qu'une fois que tu y es, là, c'est 1000 fois plus compliqué. Donc, ces gens n'ont pas souvent le recul, ce filtre, tu sais, de calme, où on se dit, OK, attention, est-ce que là, je ne suis pas en train de tomber dans un biais d'interprétation de ce que je lis par rapport à mon avis? Moi, j'ai eu la même chose sur la souplesse à une époque, où on m'expliquait que, nous, je te parle de ça, je commence à être un peu vieux. Il y a 20 ans, on nous expliquait qu'il fallait s'étirer et qu'en s'étirant, le muscle allait s'allonger et qu'on allait devenir souple. Alors moi, j'ai fait du yoga, j'ai regardé la télé en grand écart. Bon, j'ai un scoop pour vous, je suis toujours pas souple. Et donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas certaines personnes qui, en s'étirant, vont pas s'assouplir, mais m'expliquer que toute personne qui s'étire va s'assouplir, alors ça, par contre, c'est sûr que c'est faux. Je me souviens de discussions complètement oufissimes avec des gens dans un dogme et dans une croyance où, en gros, tu passais pour un con parce que si tu étais raide, c'est juste que tu n'avais pas fait tes étirements, quoi. Bon, maintenant, on a un petit peu évolué, les gens pensent différemment, mais c'est très drôle parce que comme tu vas avoir 3 personnes qui s'étirent et qui sont devenues souples, tout le monde va... En fait, on prend une minorité pour un truc général, alors que ça ne marche pas comme ça. Je te raconte une anecdote. Dans les cours de yoga où j'allais,
il y avait des gens qui étaient vraiment souples, genre vraiment souples. Et moi, je commençais un peu ma démarche, j'étais déjà coach à l'époque, je commençais un peu à avoir ma démarche de terrain, et j'allais voir les gens ultra souples, hommes comme femmes, et je leur disais, alors, comment vous avez fait? Vous étiez souple avant le yoga ou c'est vraiment le yoga qui vous a rendu comme ça? Dans 100% des cas. Je vous invite à faire l'expérience, d'accord? Quand vous allez dans un cours de yoga en tant que mec ultra raide, allez voir les gens ultra souples et demandez-leur si c'est le yoga qui les a rendus souples. Dans 100% des cas, les gens vous diront, alors, j'ai peut-être un peu gagné avec le yoga, mais de base, j'étais déjà souple. Vous êtes tombé sur des anciens danseurs, danseuses, sur des gens qui ont toujours eu un plaisir à s'étirer. Et donc, en fait, ils se sont dirigés vers le yoga. Pour ça, c'est la même histoire. Tu sais que le basket, on disait le basket, ça fait grandir. Parce que tous les basketteurs sont grands. Et en fait, on s'est aperçu qu'il n'y avait aucun rapport entre le fait de faire du basket et grandir. C'est juste que, par la sélection naturelle, tu as vraiment un intérêt à être grand pour faire du basket. Donc, les gens qui sont ultra souples, en général, aiment et prennent du plaisir à s'étirer. Donc, ils se dirigent vers des disciplines où on fait de l'étirement. Et c'est pour ça qu'on trouve une plus grosse densité de population de ces gens-là dans ces activités. Bref, tout ça, c'était pour vous imaginer un petit peu derrière l'écran que très souvent, on a des biais cognitifs, ça s'appelle. Et en fait, on va s'orienter vers les études qui vont dans notre sens. On a eu la même chose en politique où, par exemple, toute une aile politique, à force de chercher et de liker des posts de gens qui pensent comme eux, ont pris une énorme douche froide aux européennes et viennent prendre une énorme douche froide aux États-Unis parce qu'ils se sont aperçus qu'en fait, la plupart de la population, la vraie, pas celle de leur téléphone, la vraie de dehors qui vit la vraie vie, ne pense absolument pas comme eux. Et pour eux, ça crée des crises d'hystérie parce que quand ça fait 3 ans que votre téléphone est plein de tables basses ascendant renard, et que d'un coup, c'est le parti opposé qui passe au pouvoir, il y a une espèce de dissonance cognitive qui se produit, mais ça va plus. Donc vous êtes là, vous hurlez, vous cassez des télés et vous êtes complètement paniqué. Mais c'est parce que, encore une fois, vous avez aimé des contenus qui vous confortent dans votre idée que vous avez raison, et donc vous êtes enfermé. Et puis c'est facile d'avoir un comportement comme ça parce que quand tu regardes des choses qui vont à l'encontre de ce que tu penses, ça te fait te poser des questions et te remettre en question. Et ça, les gens n'aiment pas en fait se remettre en question. Donc du coup, ils vont toujours chercher des choses qui vont dans leur sens pour se dire « Ok, j'ai pas besoin de changer, en fait, j'ai pas besoin de me poser des questions parce que ça va dans mon sens. » Ouais, mais en fait, ça, c'est un biais de confirmation parce que tu as oublié toute l'autre partie qui allait pas dans ton sens. Mais du coup, ça te rassure parce que tu n'es pas obligé de te poser des questions. C'est un parallèle que je faisais avec l'obésité, c'est-à-dire que je faisais une vidéo sur le déni où j'expliquais que, en fait, j'ai pris 5 kilos. Je fais comme si je ne l'avais pas vu, je vais acheter un pantalon plus grand. Oh non. Je fais ça 6 fois sur les 30 kilos que j'ai pris. Sauf que comme j'ai répété ce processus 6 fois, je me suis entraîné à penser comme ça. En fait, c'est ma nouvelle manière de penser. Un frère d'un de mes collaborateurs est complètement obèse. On est à quasiment 190 kilos de poids de corps pour 1m75-80. Et lui, c'est le premier à nous sortir des études scientifiques de pourquoi je ne dois pas faire de sport. Et c'est incroyable parce que vous lui montrez 60 études de pourquoi il va mourir à 50 ans dans des conditions sordides. Il vous dit non, je ne vois pas le rapport. Il va trouver une étude qui lui explique que au niveau musculo-squelettique, le sport intensif, c'est quand même pas ouf quand on fait ce poids-là. Attends, tu l'as lu ça? Parce que, donc voilà, il y a vraiment ce déni absolu entretenu en plus par vos biais cognitifs. Puis c'est ce genre de personnes qui vont me dire non, mais je préfère prendre des médicaments plutôt que de changer mes habitudes de vie. On aura le temps d'en discuter. On aura le temps d'en discuter, mais là, oui, je pense que vraiment, tout le monde est là. Oui, non, mais tu comprends, Big Pharma, c'est quand même pas très, très gentil. Ah, une pilule et une injection pour perdre du poids. Je prends. T'as vu, en parlant de ça, il y a une dame qui est morte à cause de ça, là, des injections pour perdre du poids. Alors à la base, c'est un médicament pour les, je crois, les diabétiques, non? Ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, quand tu prends ça pour perdre du poids, tu finis par mourir. Plutôt que de dire, ah tiens, je vais aller faire un peu de sport ou changer mon alimentation. Ah, mais c'est dingue. C'est pour ça que j'expliquais justement que le problème de l'obésité et de la santé publique, c'est un truc à prendre de manière personnelle, individuelle. Parce que si vous attendez une solution collective avec la quantité d'idiots de la population, et là, pour moi, la stat, c'est 70%, mais on est plus proche des 80-90%. Si vous attendez un salut collectif, vous n'allez pas vous en sortir. Mais nous sommes là pour vous motiver à prendre vos responsabilités de manière individuelle. D'accord? Vous avez un petit peu de douceur là, pour une fois, il n'y en a pas beaucoup chez Warrior Athletic. Vous avez la brutalité et la terribilité. Ça balance. Ici, voilà, on va essayer de s'équilibrer correctement. Donc, elle nous a fait un petit medley des questions que vous vous êtes posées.
Donc, on va répondre à tour de rôle. On n'aura peut-être pas les mêmes avis. Ce sera intéressant parce qu'on pourra en discuter. Mais préparez-vous, j'espère que vous avez pris un petit café ou même un chocolat chaud, un thé, parce que ça risque de durer un petit peu longtemps. En avant. Alors, première question.